reprise de nos travaux et de nos échanges avec de nouveaux débats et de nouveaux invités. Mais avant cela, voyez ce film où il est question des prairies, des éleveurs, de collaborations fructueuses. Nous vous emmenons dans les Hauts-de-France. Si on veut garder des vaches dans le Marais, il faut garder les éleveurs. Et l'éleveur, pour qu'il reste avec ses vaches dans le Marais, il faut qu'il vive. Le film, il nous tenait à cœur, notamment Estelle et à moi, parce que les éleveurs, ce sont les acteurs principaux de ce programme. Au départ, j'étais fixé sur un type de prairie. Je me mettais un objectif, je veux un régras trèfle parce que voilà, on nous dit que c'est là où on a le plus de lait. Mais au final, j'ai pas forcément des prairies qui sont prêtes à ça. Et j'avais des pratiques qui faisaient que je voulais pousser au régras trèfle, mais à côté de ça, mes prairies ne pouvaient pas le faire. Donc j'ai appris à travailler avec la flore que j'avais sur mes prairies. Ça t'a cassé un préjugé, le fait de mettre plus d'herbe dans la ration. Tu t'es peut-être dit, je vais avoir moins de production, des animaux qui vont perdre un peu d'état. Oui. Et puis finalement, donc c'est bien le lien qu'il y a entre la gestion technico-économique, le visuel, et puis concrètement les résultats. L'objectif n'est pas forcément de courir après un litrage à la vache, mais plutôt un litre économique. On était plutôt dans une opposition entre écologie et agronomie. Soit j'arrive à faire de la production, mais je baisse l'aspect biodiversité, soit je fais de la biodiversité, mais ça n'a pas d'intérêt pour l'exploitation. Là, on a vraiment des exemples maintenant d'exploitations qui voient l'intérêt d'avoir de la biodiversité au sein de leur prairie. Et là, on passe vraiment sur un système gagnant-gagnant. La première ressource de l'exploitation, c'est vraiment l'herbe. J'ai la moitié de prairie. Et ça me permet de nourrir mon troupeau une grosse partie de l'année sans être dépendant d'achats extérieurs. Pour moi, en allaitant, c'est plus simple de travailler à l'herbe parce que les animaux ils sont dehors, j'ai pas les nourrir, quoi. C'est eux qui se débrouillent. Le rôle de l'Agence de l'eau par rapport à ce programme maintien de l'agriculture en zone humide, tout d'abord ça a été de le lancer en 2013, de mettre en place ce programme sur les 8 territoires du bassin Artois-Picardie et d'animer, de faire du lien entre les 8 territoires. Ce qui nous a paru important, c'était de mettre autour de la table les différents acteurs qui intervenaient sur ces territoires avec des visions, des regards différents entre ceux qui sont plus sur les aspects écologiques, ceux qui sont plus sur les aspects agronomiques, le foncier, les collectivités, et travailler ensemble, un peu en mode intelligence collective. On fait le point donc à mi-parcours du programme de maintien de l'agriculture dans les zones humides avec donc le programme local en SCARPESCO. Tout l'enjeu du programme de maintien de l'agriculture en zone humide est bien de faire en sorte que les élevages qui persistent dans la vallée soient économiquement viables et soient respectueux de l'environnement. On ne vient pas avec des recettes toutes faites, quoi. Loin de là. Ce qui est mis en œuvre chez chacun est singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pratique qui est doublée d'une exploitation à l'autre, quoi. Il y a des prairies humides, des prairies non humides, on se retrouve à on a des prairies avec des diversités, avec des caractéristiques différentes, avec des contraintes qui sont différentes. Le nerf de la guerre, c'est ça, c'est de pouvoir se donner le temps à aller la valoriser, cette herbe. Et il n'y a pas de secret, c'est pas sur l'ordinateur ou c'est pas au bureau. Il y a du temps on le fait, et c'est aller faire le tour, voir concrètement qu'est-ce qu'il y a de dispo pour les animaux. En tout cas, si tu fauches maintenant, tu es confiant sur la repousse, quoi. Oui. Donc, en tout cas, il ne faut pas faucher trop tard, parce que si tu fauches trop tard, à un moment donné, tu n'es pas sûr d'avoir la repousse pour l'été, quoi. On se compare à un groupe du secteur qui a la même problématique que nous. Et aussi un groupe, et après on compare l'ensemble du groupe et puis aussi nos chiffres par rapport à des chiffres plus globaux au niveau de la plaine. Mon regard a forcément évolué sur la façon de voir mes prairies. Ça permet de voir des choses qu'on n'avait jamais vues parce qu'on avait un œil d'ensemble, l'œil de producteur. Et en fin de compte, en y regardant bien, on trouve des choses qui sont vraiment... on nous dit, voilà, vous avez 4, 5, 6, 7, 8 espèces remarquables, alors que moi, personnellement, je ne savais pas que ça existait, quoi. Je fais le choix de rester en prairie naturelle. Je ne veux pas ressemer
je ne veux pas ressemer mes prairies. Parce que je trouve que j'ai une diversité floristique intéressante, c'est-à-dire que j'ai aussi bien du pissenlit, du trèfle blanc que tout des graminées, genre aigras. Le pâturage, c'est très important pour les animaux. Premièrement, ça leur permet d'évoluer dans un milieu plus naturel. Ils peuvent marcher naturellement sur de la terre au lieu d'être sur du béton. Et deuxièmement, ça leur permet d'avoir une alimentation plus diversifiée avec la biodiversité de toutes les plantes qu'il y a dans les pâtures. Et ça, c'est bien mieux pour l'heure humaine, plutôt que d'avoir une alimentation, une ration à l'auge monotone toute l'année. Aujourd'hui, moi, sur mon exploitation, je recherche l'optimum économique. C'est-à-dire que je regarde, c'est beaucoup d'observations. Si s'il n'y a pas de maladie, si le fongicide n'est pas nécessaire, il n'est pas fait. On est des chefs d'entreprise, on a des décisions à prendre. Et puis notre décision, ça a été de comment aller rechercher de la valeur ajoutée, comment ramener du produit sur notre exploitation. Nous, on veut aussi à un moment afficher nos produits derrière une marque. Baie de Somme saveur, ça veut dire que quand on vient sur la baie de Somme, on est là pour manger du bon, on est là pour manger du goût. Et on est sur un système, on est sur vraiment quelque chose qui nous met en valeur, qui met en valeur notre travail. Entre 2013 et 2018, il y a 3 millions d'euros qui ont été consacrés à ce programme. Suite à la capitalisation et l'évaluation qui a été réalisée, où c'était très positif, il a été décidé dans le cadre du 11e programme d'intervention de poursuivre ce programme. Et dans le 11e programme, on a 5 millions d'euros qui vont être consacrés à ce programme d'action. Si on veut pouvoir travailler avec les exploitants, il faut travailler à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle du système, et prendre l'ensemble des prairies, voire même l'ensemble du fourrage, de la problématique fourrage, pour avoir un système cohérent. À mon avis, il faut d'abord motiver les gens, parce qu'on dit toujours les éleveurs, ce sont les éleveurs qui maintiendront les prairies. Hein. Les prairies humides et les prairies quelconques, elles vont être maintenues par l'élevage, mais s'il n'y a pas d'éleveurs derrière qui sont motivés, voilà. Moi, j'ai envie de dire à mes collègues, allons-y, parce que c'est sans doute ce qui nous tirera d'affaire demain. Quoi de mieux que de venir sur notre territoire et puis repartir avec les produits qui sont du territoire, avec une agriculture authentique, avec un paysage qui reste authentique et qu'on aime. Voilà, nous l'avons vu dans ce joli film, un programme ambitieux de maintien et de développement de l'élevage en milieu humide est animé depuis 10 ans dans les Hauts-de-France sous l'égide de l'Agence de l'eau Artois-Picardie et d'un collectif de partenaires techniques. Alors avant de voir dans quelle mesure ce programme pourrait inspirer la Meuse, la Lorraine et son agence, il nous a paru intéressant d'interroger les principaux acteurs de ce travail en commun afin qu'ils nous livrent leur retour d'expérience et nous les remercions d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Alors nous accueillerons pour cette seconde table ronde Gilbert Doré, qui est agriculteur à côté de Boulogne-sur-Mer. Rebonjour Monsieur Doré, on vous a un petit peu entendu ce matin, donc vous êtes agriculteur dans le parc naturel des Caps et Marais d'Opale, vous pratiquez l'élevage laitier, vous produisez aussi de la viande et du fromage, et 65% de votre exploitation est constituée d'herbes. Vous avez récemment réimplanté 4,5 hectares de prairies autour de votre ferme. Caroline Rosalène est également avec nous, chargée de mission pour l'agriculture durable au parc naturel régional de l'Avesnois. Merci d'être là, Caroline. Anne-Laure Demarthe, qui est conseillère technique à la Chambre d'agriculture du Nord Pas-de-Calais. Et enfin, Gilles Soulier, le régional de l'Étape, si j'ose dire, président donc de la communauté de communes Made et Moselle, maire d'Ancy-Dorneau, président de la commission locale de l'eau dans le bassin du Rupt de Made, dont Madine constitue la réserve. Merci, monsieur le maire, d'être présent également à cette table ronde. Alors, j'interroge pour commencer monsieur Doré, donc agriculteur à côté de Boulogne-sur-Mer. Où exactement qu'on ait le nom de la commune? Ça entre Calais et Boulogne, en fait. Très bien. À 6 km de la mer. Alors, chanceux. Vous avez été accompagné par le parc naturel et la Scopella, dont on a entendu tout à l'heure le fondateur, qui vous ont convaincu de changer votre stratégie d'exploitation. En quoi a consisté ce soutien et comment les choses se sont faites? Disons qu'on ne peut pas employer le mot convaincre. Hein. Je veux dire, on reste décisionnaire chez nous avant tout. Et encourager alors ou accompagner. Et en fait, ça a commencé par le concours des prairies fleuries, tout simplement. C'est le premier contact que j'ai eu avec le parc.
Et ça a aussi permis, on était à 5-6 agriculteurs à participer, à rencontrer nos voisins qu'on ne rencontrait jamais, en fait, quelque part. Ça a créé un lien et une certaine dynamique. Et tout ça a amené... après, on raisonnait aussi, je pense, dans un certain état d'esprit un peu différent, je dirais. Et puis, par ce fait, nous avons rencontré Philippe de Scopella, qui est venu faire un... Donc, c'est pour ça que je ne sais pas convaincre. Parce qu'il est venu faire un diagnostic, mais ce n'était pas un vendeur. Il est venu, et ça fait du bien de voir un œil extérieur parce qu'on est dans notre quotidien et puis on ne voit plus les choses en fait. Et il nous a avant tout appris à regarder l'herbe et savoir que c'était une culture à part entière. Et c'est vrai que quand vous rencontrez d'autres agriculteurs, on parle des rendements de blé, on parle de la matière sèche maïs, mais on ne parle jamais de l'herbe. Et c'est vrai que ça a eu un œil différent. Et ça a créé, comme je dis, une certaine dynamique. Et ça a surtout amené une réflexion sur notre exploitation. Et moi, je le dis, moi, ma réflexion, elle n'est pas forcément écologique, elle est avant tout économique. Parce que, comme tout le monde, on a le droit de vivre de son métier. Et c'est ce qui nous a... Enfin, après, je suis associé avec mon frère qui a fait vraiment les études traditionnelles. Moi, je n'ai pas fait d'études agricoles. Qui a vraiment dans le traditionnel. Et la plus grosse difficulté en société, c'est avoir le même point de vue et aller dans le même sens. C'est pas toujours évident. Philippe, il peut le dire, ça a pris quand même quelques années. Et donc, ça a amené ce regard. Et comme je vous le disais, moi, c'est uniquement l'aspect économique qui m'a dirigé vers ça. Et je le dis ouvertement, c'est pas l'aspect écologique. Hein. Après, si ça contribue, tant mieux. Hein. Et donc, on a réimplanté de l'herbe. Parce qu'autour de l'exploitation, on n'avait pas suffisamment... J'ai 75 vaches laitières, on n'avait pas suffisamment de surface d'herbe. On n'en a toujours pas, il y a toujours l'alimentation maïs en continu, mais ça a permis de réduire le maïs à la distribution et aussi en implantation. Et aussi, ça a permis aussi, à travers ça, se questionner sur l'ensemble de notre exploitation. À partir de ça, voir comment on pouvait voir les choses différemment. Et c'est aussi dans le mode d'alimentation, le mode de distribution. Hein, avant, on donnait le maïs le matin. Maintenant, on donne de l'herbe le matin. L'hiver, elle est en ration d'hiver. Elle démarre par l'herbe, ce que j'appelle le fond de panse, en fait. Et ils ont le maïs ensuite. Ça, c'est tout l'éthique. Et on a quand même vu une amélioration de la production. Et aussi, on a fortement réduit nos concentrés. Hein, sachant qu'il y avait quand même le correcteur azoté, mais on faisait un complément de concentré de production qu'on a carrément arrêté. Ça fait une économie de 12 000 € sur l'année. Alors une amélioration de la production, c'est-à-dire dans quelle proportion c'est pas non plus du simple au double, hein, mais c'était, je dirais, je vais dire 15%, un truc comme ça. Et après, c'est quand même très très aléatoire aussi, parce que regardez cette année... j'ai appelé, il pleuvait hier, mais sinon, il y avait plus d'un mois qu'il n'y avait pas plu, quoi. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout d'herbe. Donc, on a forcément augmenté le maïs, là. Alors, qu'est-ce qui vous a encouragé à réimplanter 4 hectares et demi supplémentaires? Et sur quoi est-ce que vous les avez pris? Sur quoi est-ce que vous avez pris cette surface? Non, c'est la notion de l'autonomie. Moins vous dépendez des autres, mieux vous vivez. Et pour vous donner un exemple, la réflexion qu'on a eue, Novo, on a acheté des granulés et on a réimplanté de l'épeautre. On a mis un hectare d'épeautre et Novo, durant la période de lactation, ont de l'épeautre. Une graine qu'on aplatit pas, on le donne comme ça. Ça a quand même fait un sacré gain. Pour vous donner une idée, le concentré, c'était 400 € la tonne. Enfin, ça a amené une réflexion sur beaucoup de choses et c'est cette notion d'autonomie avant tout qui prédomine. Alors votre témoignage est intéressant parce que j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez été motivé par des considérations techniques, écologiques, économiques? Vous vous dites économique et ça marche. J'ai une formation d'économiste. Alors, oui. Mais après, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Comme je le disais tout à l'heure, on vit de son métier. Comme je disais à tous ceux qui nous entourent, c'est bien ils apportent un œil différent, on réfléchit différemment. Mais ce que je leur disais, vous vivez tous autour de nous et parfois on est les seuls à pas en vivre. Et c'est vrai ça. Et donc, ça met plein de choses, mais il y a eu... Après, il y a aussi cette notion d'échange. C'est important de vivre en société aussi. Hein. Et aussi, après, ce qu'on fait aussi, ce que je n'ai pas évoqué dans Pâturage Juste, il y a le Covid qui a tout arrêté, mais on se rencontre
je vais dire 2-3 fois dans l'année, tous les agriculteurs qui en font partie, et on est ouvert, on ne cache rien, on s'expose et on échange nos façons de faire. Alors Caroline Rosalène, donc, qui représente le parc naturel régional Les Caps et Marais de l'Avesnois, pardon. Oui, de l'Avesnois, pardonnez-moi. Oui, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que vous avez fait pour entraîner les éleveurs dans ce qu'il faut bien appeler une aventure? Comment vous vous y êtes prise et avec quels arguments? Alors, nous, au départ, on a des enjeux élevage importants parce qu'on a un bassin laitier. Avant d'entraîner les éleveurs, il a fallu entraîner les techniciens, les structures. Donc, avoir des objectifs communs sur le territoire, concertés avec les techniciens, chambre d'agriculture, Avenir Conseil Élevage, Bio-Hauts-de-France, les vétérinaires, les naturalistes, le conservatoire, le CEN, tous ensemble. Et que ce soit partagé au niveau technicien, mais au niveau des structures de direction des élus. Donc tout ce travail en amont pour pouvoir ensemble être autour des éleveurs et accompagner les éleveurs en étant nous-mêmes déjà un peu en ordre de marche, parce qu'arriver avec des méthodes et des discours dissonants face aux éleveurs, ça n'est pas opérationnel. Et donc, il y a eu plein on fait de la gestion de projet assez classique, mais il y a eu quand même des étapes. J'ai noté quelques clés, parce que si je devais recommencer à zéro, moi, il y a quand même des choses que j'aurais bien voulu entendre, parce qu'on est quand même parti un peu dans l'aventure sans trop savoir où on allait, hein, Anne-Laure. Et du coup, ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'au départ, il a fallu qu'on parle ensemble. Est-ce qu'on parle d'herbe? Est-ce qu'on parle de prairies permanentes, prairies temporelles, prairies naturelles? Les naturalistes parlent vraiment de la composition des prairies, on parle des usages. Il a fallu ensemble se mettre d'accord aussi sur des objectifs communs, croiser nos regards, alors entre structures qui sont concurrentes, des structures d'accompagnement, mais aussi entre métiers, c'est-à-dire qu'un vétérinaire, un agronome, un naturaliste n'ont pas forcément la même vision et les mêmes préconisations face aux éleveurs. Et c'est là où la méthode d'accompagnement Pâturage Juste nous a aidé justement à faire du suivi en collectif, mais en individuel, en croisant les métiers et les regards. Et puis, changer 2 points de vue aussi importants, c'est de faire vraiment de l'accompagnement, partir de l'objectif des éleveurs, pour faire vraiment leur donner des outils, de monter en compétences pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leurs propres choix, leurs propres décisions, sortir un peu de méthodes toutes faites ou de recettes toutes faites. Et puis le dernier point, c'est qu'au départ du programme, on disait il faut sauver l'élevage sur le territoire pour sauver les prairies, et puis bon, si on y arrive, sauver un peu la biodiversité. Et je trouve qu'après plusieurs années sur le programme, aujourd'hui on se dit qu'il faut travailler sur le vivant, comprendre les processus naturels, la biodiversité, pour renforcer la prairie, qui elle-même vient renforcer le système d'élevage. Et on a, je pense, retourné l'équation. Et ça, c'est très important, je pense, dans l'accompagnement avec les éleveurs. Mais effectivement, la démarche Pâturage Juste est au centre du programme, même si on a plein d'autres actions. On finance avec l'Agence de l'eau, les GTE, l'accompagnement vétérinaire, etc. Mais le terrain, avoir des techniciens en binôme ou en trinôme qui passent régulièrement sur les fermes en individuel et en collectif, c'est quand même là le cœur du programme. Alors vous avez un credo, un message peut-être à délivrer à nos amis meusiens et lorrains, c'est que pour que ça marche, il faut jouer collectif. Qu'est-ce que vous entendez par là et qui doit jouer et qui doit participer? Alors déjà, ce qui est important, nous, à notre niveau, c'est d'avoir un portage politique et des objectifs assez clairs. Donc nous, le duo élu-technicien dans notre structure au niveau du parc a été très important, mais aussi au sein de chaque structure, c'est-à-dire à la Chambre, chez Avenir Conseil Élevage, chez les Bio-Hauts-de-France, chez les vétérinaires, qu'on ait bien un portage à chaque fois des techniciens, de leur direction et de leurs élus, pour qu'on ait des dialogues nourris, aussi bien dans des comités techniques que dans des comités de pilotage. C'est aussi quand une structure ne se sent pas entendue ou qu'il y a conflit, de pouvoir aller les revoir individuellement, de pouvoir reconcerter. Donc tout ce temps-là, pour moi, c'est le cœur du programme. Et la jouer collectif, au final, ce qui nous a rassemblés, c'est que de toute façon, on travaille sur le même territoire, de toute façon, on travaille avec les mêmes éleveurs, et on aime notre territoire, on a envie que les éleveurs vivent bien de leur travail. Et finalement, c'est ça, je pense, qui fait l'intelligence collective et qui nous a portés à travailler ensemble
plutôt que... Et de toute façon, il y a suffisamment de travail. C'est-à-dire la montagne est tellement grande face à nous qu'on n'est pas de trop d'être toutes ces structures autour de la table pour avancer dans le même sens. Alors, Anne-Laure Demarthe, vous représentez donc les chambres d'agriculture. Vous êtes conseillère technique à la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre implication dans ce programme? Comment est-ce que vous avez travaillé? Avec qui? Et quels conseils vous pourriez éventuellement donner à ceux qui seraient tentés de suivre votre voie? Alors, du coup, moi, dans le programme, j'ai 2 rôles un peu différents. Donc, il y en a un qui est vraiment dans l'accompagnement d'éleveurs sur certains territoires, donc avec la démarche pâturage juste. Et un deuxième qui est plus de coordonner le programme à l'échelle multipartenaire, justement. Donc, au sein de la Chambre, mais aussi au sein de toutes les structures qui sont impliquées dans le programme. Donc, du coup, sur la deuxième question, comment travailler ensemble, la première chose, c'est de chacun faire preuve d'ouverture d'esprit et faire un pas vers l'autre, de ne pas rester bloqué sur... on l'a tous dit, on a tous appris des choses à l'école un peu formatées ou un peu simplifiées. Et il faut réussir à mettre un peu ça de côté sans forcément les renier, parce qu'on ne nous a pas appris que des bêtises non plus. Mais voilà, faire preuve un peu d'ouverture et de mieux comprendre l'autre. Enfin, là, typiquement sur le thème de la journée, je ne sais plus dans quel sens c'est écrit, sauver l'élevage pour sauver les prairies. Mais je pense qu'une fois que chaque partenaire, qu'il soit plus agricole ou naturaliste, aura compris que la phrase marche dans les 2 sens, il y aura un bon climat pour tous se mettre ensemble autour de la table et travailler. Mais pour moi, il faut vraiment dépasser des préjugés. Enfin, le programme, on n'est pas là non plus pour dire que tout s'est bien fait chez nous dans les Hauts-de-France. On a beaucoup tâtonné au début. Mais on en a tiré beaucoup d'expérience et je pense que là où on a réussi, c'est qu'il y a vraiment eu un changement de regard, aussi bien au sein de tous les techniciens, quelle que soit leur origine de départ, on va dire, mais aussi au sein des éleveurs, en se disant que les prairies, donc là humides notamment, n'étaient pas forcément que négatives pour eux et qu'ils pouvaient en tirer quelque chose. Et d'un point de vue biodiversité, pour moi la biodiversité, on en discutait avec Gilbert, c'est pas quelque chose qu'on doit présenter aux éleveurs comme un objectif en soi, mais comme un moyen pour eux de répondre à leurs problématiques, pour faire des changements de pratiques. S'il n'y a pas l'économie, ils ne changeront pas parce qu'on leur dit il y a telle espèce qui est là. C'est comment on intègre cette espèce-là dans la résolution du problème qui, eux, se posent sur leur ferme. Alors, Monsieur Soulier, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vous laisse vous imprégner de cette expérience. Madame Rosalène ou Anne-Laure Demarthe, quels sont les obstacles, les écueils que vous avez rencontrés, que vous avez dû surmonter? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, tant dans le pilotage que d'un point de vue technique? Je laisserai Caroline compléter, mais je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est les préjugés et après le portage des élus qui parfois peut manquer dans certaines structures. C'est-à-dire, alors là, il faut que vous développiez un petit peu. Disons que parfois, c'est nous, techniciens, avec Tout les est éleveurs. dit, mais ça va mieux en le disant davantage. C'est nous, techniciens et éleveurs, qui parfois faisons plus vivre la chose et qui faisons bouger les lignes. Et parfois, ça ne remonte pas jusqu'en haut où les élus ne font pas forcément ce changement de regard. Après, je pense que la complexité aussi, c'est de vouloir faire cohabiter plusieurs modèles. Il y a plusieurs types d'élevage, et c'est ce qu'on disait ce matin, c'est ne pas mettre en concurrence les uns avec les autres. Et donc parfois, au sein de chaque structure, ça peut poser des problèmes de schizophrénie ou de politique, en se disant, comment on fait pour faire cohabiter tout ça, et quel modèle ou pas mettre en avant. Donc c'est plus, je pense, comment faire coexister tout ça, qui peut poser des questions. Mais sur le terrain, ça se passe bien. Caroline, mais pour compléter, effectivement, il y a tout. On ne va pas se mentir, il y a eu beaucoup de temps de concertation avec les élus locaux, les structures, les syndicats, pour pouvoir ensuite avancer sereinement. Mais il y a aussi un facteur qui est limitant, c'est le temps des techniciens, d'avoir des techniciens compétents, dédiés à temps plein sur ces sujets, sur le territoire, sur le terrain constamment. Et donc, ça a demandé aussi des moyens. Donc on a commencé avec l'agence de l'eau qui nous a suivis sur 13 communes en zone humide, qu'on a élargi à 42 communes. Et aujourd'hui, l'agence de l'eau nous suit sur un programme beaucoup plus ambitieux sur l'ensemble de nos prairies, sur près de 150 communes. Ça veut dire qu'on va, nous, au parc, recruter, que la Chambre ACE se mettre en ordre de marche aussi pour monter en ingénierie. Et donc ça, pour moi, c'est la plus grosse difficulté en tant que pilote d'un programme, c'est d'avoir les ressources humaines au bon moment pour pouvoir mener et dérouler les actions.
Alors, vous avez parlé de cohabitation, Madame Demarthe, donc Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Vous-même, vous avez cohabité avec d'autres conseillers techniques, d'autres organismes. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'au départ, il y avait des préventions? Comment vous les avez levées? Est-ce que finalement, ça vous a apporté de travailler, pour ne pas la citer avec la Scopella? Comment ça s'est passé? Bien, d'abord, on travaillait déjà ensemble, hein, même avant l'arrivée de Pâturagistes dans le sein du programme. C'était déjà un programme multipartenarial. Donc on est déjà très souvent tous ensemble autour de la table, soit à l'occasion de comités techniques ou comités de pilotage, ou même pour les suivis de terrain chez les éleveurs, où, comme on le disait, il y a souvent un binôme plutôt agro-naturaliste qui se fait. Donc en fait, on travaillait déjà tous ensemble. On a continué à fonctionner de cette manière, à même l'accroître encore plus en faisant des temps dédiés de regards croisés, où voilà, on partage autour d'une même ferme. Après, ça s'est bien passé. Je pense que ça prend du temps aussi. On continue de se faire des groupes techniques sur des thématiques pour justement avancer ensemble sur des sujets et justement bouger des lignes sur le champ technique. Mais ça prend du temps et chacun avance à un rythme différent. Il y a sur des pratiques un peu innovantes ou qui sont nouvelles ou qui dénotent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et chacun se les approprie plus ou moins vite. Et après, c'est les éleveurs qui, par retour d'expérience, font foi et prouvent que ça marche. Donc, c'est vrai que la concurrence, ça peut faire peur pour les structures qui ont chacun aussi besoin d'exister et qui ont leurs habitudes d'accompagnement. Mais moi, en tant que coordinateur du programme, je trouve que c'est une telle richesse parce qu'il y a les conseillers techniques, du coup, se challengent les uns les autres. Et du coup, soit on peut refuser la concurrence et continuer chacun dans son couloir de marche, mais finalement, est-ce que c'est très challengeant? J'en suis pas sûre. Là, vraiment, les uns et les autres se montent en compétences. Et les compétences chez Avenir Conseil Élevage ne sont pas les compétences de la Chambre, ni ceux des Bio-Hauts-de-France, ni ceux des naturalistes, mais en ping-pong, en se challengeant les uns les autres, il y a une montée en compétences qui est assez énorme en quelques années. Et donc, la concurrence, c'est bon aussi dans les structures, quoi. Alors, les missions des parcs sont multiples. Les prairies, ce n'était pas forcément évident de se positionner sur cette compétence, ou est-ce que finalement c'est une préoccupation qui est naturelle quand on est chargé de mission dans un parc naturel, pour le coup? Oui. Alors nous, sur notre projet de territoire à 15 ans, on est en pleine révision de charte, mais on est sur un territoire de bocage. Donc évidemment, le bocage est une priorité. Alors on a des enjeux eau importants. 75% des communes produisent de l'eau potable. On a des enjeux climatiques, comment on s'y prépare, mais aussi comment nos prairies et notre bocage permet du stockage carbone. Et puis on a des enjeux biodiversité évidemment importants. Donc pour nous, le bocage, c'est la priorité absolue au parc. Il n'empêche que pendant des années, on n'allait pas trop sur ces sujets parce qu'en fait, il y avait peut-être une érosion du bocage qui était moins forte, notamment moins de retournements de prairies. Donc on avait le sentiment que les choses allaient plutôt bien. Et puis parce qu'on activait d'autres leviers, c'est vrai qu'il y a le levier réglementaire, de par la directive nitrate, mais même au travers de la PAC, donc c'est un nombre d'éleveurs ne pouvaient pas, entre guillemets, retourner leurs prairies. On a beaucoup activé le levier filière, nous, en développant notamment l'agriculture biologique. Aujourd'hui, 50% des éleveurs bio sont dans l'Avesnois, dans notre région. On a activé le levier des aides au travers de l'accompagnement des agriculteurs sur les MAE et on teste aujourd'hui un PSE. Et donc voilà, la difficulté, c'est qu'on n'avait pas un gros programme volontariste pour accompagner d'un point de vue technico-économique des éleveurs qui voulaient aller plus loin. Et on s'est dit, territoire de bocage avec des enjeux, on dit qu'un autre monde s'invente dans les parcs, et allons-y, mettons en place un programme plus ambitieux qui nous manquait, et alors qu'on avait un programme par exemple sur les haies, sur les plantations qui était beaucoup plus ambitieux. Il nous manquait vraiment ce gros programme prairie, et on n'avait pas de financeurs en face. C'est parce que l'Agence de l'eau nous a suivis qu'on a pu mettre en place ce dernier pilier qui nous manquait. Et aujourd'hui, la région Hauts-de-France est aussi prête à suivre. Donc on sent que derrière, les financeurs suivent. Mais c'est souvent le premier financeur qui est difficile à trouver. Quand on est coopté par un premier financeur, on sent tout de suite que les autres financeurs suivent beaucoup plus facilement. C'est toujours pareil, le premier million est le plus difficile à réunir. Monsieur Doré, vous avez été challengé, comme le dit joliment Caroline, par ce programme. Qu'est-ce qu'il vous a apporté au fond et qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
tout est perfectible, c'est sûr. Mais comme je vous ai dit, ça a amené ce regard différent et cette façon de réfléchir son exploitation. Ça m'a apporté de réfléchir à mon exploitation et de prendre la décision avec cet accompagnement. Mais je voulais dire une chose aussi, pour revenir un petit peu aux relations avec les élus. C'est ce qu'on appelle la basse vallée de la Slack chez nous. Donc il y a un comité de pilotage de la basse vallée de la Slack. Je fais 4-5 ans que j'y suis. Et je veux peut-être pas être gentil, mais j'entends parler que d'études. Et puis rien bouge. On a fait une étude qui a coûté 200 000 euros. Pour entendre, pas le parc, hein, mais pour entendre quelques mois après, mais finalement on va avoir du mal à l'appliquer. Et à chaque Alors, de quelle étude vous parlez? À chaque fois, c'était une étude sur les impacts, pour étude hydraulique, voilà. Olivier saurait mieux en parler que moi. Mais à chaque fois, donc parfois les équipes changent, on les rencontre à nouveau, on pose une problématique, on va faire une étude. Et en fait, comme je vous disais, on parlait de ça là, je leur ai dit quand même une fois, finalement, ceux qui vivent le mieux dans le Marais, on appelle ça le Marais, ce sont ceux qui font les études. Mais on a l'impression quand même, c'est méchant peut-être, je veux dire, mais qu'on n'aboutit pas. On n'aboutit pas. C'est toujours, en fait, on dit, on est gentil, on va vous faire une étude. Ouais. Ne vous plaignez pas, ils auraient pu créer une commission. Hein. Ça se fait aussi. Ils auraient pu aussi créer une commission. Ouais, enfin, ça reviendra au même. Et non, mais ça, franchement, c'est un truc qui m'agace au plus haut degré, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se concrétisent pas. Et quand même, c'est de l'argent public, hein, qu'on dise les choses comme elles sont. Bon, il y a quand même des études utiles et importantes qui font avancer, n'est-ce pas? Oui, après, en fait, ce qui paraît, en fait, mais en fait, c'est sans études, l'agence de l'eau, Cécile, je vais la flatter, c'était quand même la plus grande dynamique et quand même une agence très active qui nous a accompagnés quand même dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas eu besoin de faire d'études. C'est vrai que le cœur du programme, c'est un peu de sortir des études, il y en a, des retours, il y en a, il y a beaucoup de ressources. C'était comment, sur ces programmes, on est dans l'action, on est aux côtés des éleveurs, on capitalise, on échange, et on fait vraiment de l'aller-retour entre le terrain et les organes de décision, et d'être un peu plus pragmatique, effectivement, dans l'action concrète. Et nous, au niveau du Pénard Avesnois, sur nos programmes, on essaie d'atteindre des points de bascule ou des effets d'entraînement. On sait que quand 10% des pairs d'un métier commencent à adopter une pratique qui était marginale, elle commence à se démocratiser. Nous, on l'a vécu sur la bio. 10% aujourd'hui d'éleveurs la pratiquent. C'est devenu banal chez nous. Sur les circuits courts, on a à peu près 11 à 15% d'éleveurs qui pratiquent le circuit court. Au départ, c'était un peu vu bizarrement. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Et on espère qu'en ayant suffisamment d'éleveurs sur ce programme, c'est eux-mêmes, les éleveurs, de proche en proche, qui vont faire l'effet boule de neige et engager le territoire dans une dynamique. Et c'est ça qu'on essaie de faire, et arrêter les études pour les études, quoi. Mais c'est vrai ce que dit Gilbert, c'est hyper important dans le programme, c'est qu'on veut vraiment faire quelque chose qui part des éleveurs, et on crée des réunions ou des instances où c'est vraiment eux qui sont là pour nous dire ce dont ils ont besoin et ce dont ils veulent voir dans le programme. Et on a une réactivité, vraiment, comme on révise chaque année le programme, on peut vraiment s'adapter. Et du coup, c'est pas un programme qui descend des techniciens. Alors c'est long parce que c'est pas dans l'habitude de travail de ni l'un ni l'autre, donc au début des fois il n'y a pas grand monde autour de la table pour faire ce travail-là, mais finalement quand ils voient qu'ils sont vraiment entendus et que derrière ça se traduit par du concret, et ben maintenant c'est vraiment les éleveurs qui se prêtent au jeu et qui reviennent vers nous et qui créent eux-mêmes leur propre programme. Bien sûr qu'ils soient en cohérence avec les objectifs fixés de départ. Il y a des fois on dit bah non, là ça sort des objectifs de départ, on peut pas faire ça. Mais Alors Anne-Laure et Caroline, avant de donner la parole à Monsieur Soulier, quel bilan pouvez-vous tirer de ce programme qui a 10 ans maintenant, et puis comment va-t-il se prolonger et se poursuivre dans le temps? Quels sont vos projets? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres? Du coup, là, la fin du 11e programme d'intervention mené par l'Agence de l'eau, c'est 2024. Donc là, d'ici 2024, l'idée, c'est encore de décémer vers d'autres éleveurs et aussi de communiquer le plus possible sur des retours d'expérience. Parce que là, on commence à en accumuler pas mal, parce que des premières années, voilà, on tâtonnait, on était un petit peu dans les études, mais là, on a quand même plusieurs années où on a des bons résultats. Donc pour moi, l'idée, c'est de valoriser tout ce travail, de valoriser les éleveurs et puis de montrer aussi vraiment le côté gagnant-gagnant entre la biodiversité et l'économie pour la ferme. Et quelques chiffres sur cet essaimage là, auquel vous êtes parvenu en 10 ans?
Là, dans le programme, sur l'ensemble des territoires, on est à peu près à 150 éleveurs engagés. Donc l'idée, ce serait toujours d'élargir. Et en termes de surface, on peut le mesurer Oui, ça, chaque territoire a son chiffre. Là, sur l'ensemble des 8, je n'aurais pas la donnée compilée, mais sur le Marais Audomarois, c'est à peu près 1000 hectares de prairies et d'engagés, ou sur la SLAC, Gilbert, tu pourras dire, voilà, il y a 80% des surfaces qui sont engagées dans le programme, quoi. Enfin, engagées... ouais. Nous, alors parler de l'ensemble du bassin, nous sur notre territoire PNRA, du coup on a commencé avec le PMA ZEDAGE sur 13 communes avec des enjeux zones humides, on a étendu à 42 communes et l'Agence de l'eau, après tout un travail aussi pour démontrer notre capacité à avoir des résultats sur ces secteurs, est en train d'acter l'élargissement de notre programme, donc sur l'ensemble du PNR avesnois qui constitue à peu près 150 communes, sur les prairies aussi dites sèches, pas que humides. Et donc nous, on a 78 000 hectares, dont à peu près 50 000 hectares de prairies. Donc l'enjeu, il est énorme. Et moi, je pense qu'on est au début du commencement de quelque chose. Et là, on va renforcer nos ingénieries pour avoir plus de techniciens sur le terrain. Mais on est vraiment au début de quelque chose, quoi. Alors, Monsieur Soulier, pardon de vous avoir fait patienter un peu. Je rappelle donc que vous êtes le président de la communauté de communes Math et Moselle, qui est à cheval sur 2 départements, vous me l'expliquiez, entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Vous êtes le maire d'Ancy-Dorneau, charmante commune de Moselle, et le président donc de la commission locale de l'eau dans le bassin du Rupt de Made, dont Madine constitue le réservoir, la réserve. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots d'ailleurs, d'abord sur ce bassin, sur votre collectivité? Oui, c'est... Ça marche, allez-y. Ça marche, oh, d'accord. Oui, oui c'est tout à fait essentiel. Vous avez pu déjeuner face au lac de Madine, et ce lac de Madine, qui a un peu plus de 50 ans, constitue la réserve la plus importante en eau potable pour la ville de Metz. Et donc maintenant pour la métropole, et donc une agglomération de 200 000 habitants qui sont alimentés en permanence par cette eau, et puis ça va jusqu'à 400 000 avec l'interconnexion des réseaux. Donc c'est un enjeu qui est tout à fait capital en termes évidemment de quantité. Et là, les jours qu'on vient de passer ne peuvent que nous inquiéter, parce qu'on a dû avoir une évaporation vraiment maximum, plus une eutrophisation qui ne doit pas être mal non plus. Donc on en reparlera, mais également en qualité. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est quand même à une 50aine de kilomètres de Metz, et que cette eau du lac de Madine, elle va cheminer via un ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Madine, qui se jette dans une rivière qui s'appelle le Runema et qui prend sa source au pied des côtes de Meuse. Donc c'est de l'eau qui vient en partie et le lac de Madine est lui-même alimenté par le ruissellement des côtes de Meuse. Donc c'est de l'eau qui vient de Meuse, qui traverse tout un territoire de Meurthe-et-Moselle et qui arrive pour alimenter en eau potable la métropole messine. Donc, 60% des besoins. 60% de l'eau consommée à Metz vient de Madine. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu de territoire qui est très fort. Je vous dis, ce lac a maintenant un peu plus de 50 ans. Pendant, on va dire, plus de 40 ans, personne ne s'est vraiment parlé sur ce territoire. C'est-à-dire que les agriculteurs, eux, ont fait un travail important avec les chambres d'agriculture et l'agence de l'eau pour justement apporter une garantie de qualité à cette eau, puisque on pouvait imaginer, mais ça s'est surtout aggravé, on va dire, dans la fin de la décennie précédente, avec les premiers épisodes de sécheresse et de lessivage, et qui a provoqué donc des pics de nitrate assez importants dans ce Runema. Donc, rendant cette eau impropre à la consommation. Mais voilà, les agriculteurs travaillaient dans le cadre d'un Agrimieux, qui a apporté énormément d'éléments. Et quand j'entends ce que vous avez fait, là, ce que vous êtes en train de faire, on peut dire que ça pouvait se ressembler. Mais on était uniquement là sur un dialogue agriculteurs, chambre d'agriculture, agence de l'eau, également parc, puisqu'on est dans
on est dans là aussi sur le parc, enfin, la partie ouest du parc naturel régional de Lorraine, puisqu'on a un parc qui est en 2 parties. C'est un petit peu particulier. Mais à aucun moment, le dialogue n'était en particulier avec le monde politique messin. On peut même dire qu'il y avait un fort antagonisme qui, au fil des années, je fais sourire le directeur de l'agence de l'eau, qui s'était constitué. Les gens de la vallée du Runema disant c'est bien beau, toute notre eau elle part à Metz, et puis on nous accuse d'être des pollueurs. Enfin voilà. Donc il y avait quand même un sentiment assez désagréable d'incompréhension, on va dire, entre ces 2 mondes, entre le bassin versant, l'amont de cette alimentation en eau, et puis l'aval qui était constitué des consommateurs de la métropole. Et pourtant, si mes sources sont bonnes, Metz a eu pour maire un ingénieur de l'agence de l'eau, non? Tout à fait, ça n'a pas aidé. sur les deux mandats précédents. Alors, son rôle n'est peut-être pas essentiel et central, mais il a quand même été facilitateur. Et vous avez fait allusion au rôle des politiques et à l'engagement, on va dire, des politiques dans toutes ces démarches. On voit depuis 2020 une certaine différence, avec un changement de majorité sur la ville de Metz et sur la métropole. Et ça a un petit peu compliqué la démarche. On est obligé de refaire un travail pédagogique assez important. Donc c'est tout à fait essentiel. Mais ce qui était vraiment l'enjeu, et là je reprends exactement les termes de ce qui vient de s'être dit, c'est de mettre vraiment tous les acteurs du territoire en mouvement, de les faire communiquer entre eux. Tous les acteurs que vous avez cités, on les retrouve, nous, et disons que le point de départ, ça a été justement la création du SAGE. Vous avez cité le SAGE Runema-Estrée, qui était évoqué depuis de très très nombreuses années et qui finalement a pu se concrétiser en 2019, ce qui est quand même relativement récent, et ça nous a permis vraiment d'engager cette démarche. Alors Caroline Rosalène dit qu'il faut jouer collectif, vous dites qu'il faut assembler les briques pour que ça fonctionne. Complètement. Et ça a vraiment été tout le travail, avec évidemment mobilisation de tous les acteurs. Le monde agricole en tout premier lieu, c'était évident, mais je vous dis, ils étaient déjà engagés dans une démarche Agrimieux, donc ils avaient déjà l'habitude de travailler. Mais disons que ce lien du territoire à cette richesse qui est l'eau, et cette utilisation en alimentation humaine, on va dire, finalement ne se faisait pas. Et on avait des consommateurs. Alors je ne suis pas sûr qu'on ait encore convaincu tous les consommateurs de la métropole, déjà simplement qu'ils sachent d'où vient leur eau, qu'ils aient la conscience de tout ce que ça représente et de la fragilité finalement de tout ce système. Mais ça fait partie des objectifs politiques de ce qu'on a appelé comme une démarche qui part donc de Madine. Alors on est parti sur Madine-Lorraine avec quelques petits jeux de mots pour essayer justement de bien mettre en relation l'ensemble de ce territoire. C'est tout à fait essentiel, parce qu'il y a la partie technique qui est très importante, et Dieu sait si les chambres d'agriculture, le parc, l'agence de l'eau accompagnent les agriculteurs sur cet aspect technique, mais l'aspect politique et le portage politique de la démarche, là j'allais dire c'est une autre affaire. Et c'est compliqué. Et on voit qu'avec des changements de majorité, ça peut pas être remis en question. C'est pas remis en question. Les financements sont quand même là, mais c'est plus difficile de communiquer. Voilà, donc il y a vraiment un travail qui est à nouveau à refaire. Un travail de Sisyphe. Tout à fait. On peut dire que les prairies constituent un formidable filtre
finalement, pour éviter les pollutions. Là, de cela, vous êtes parfaitement convaincu. Enfin, tout à fait. Alors, disons que dans la démarche, on est donc sur un terrain. Alors, je suis pas du tout un technicien agricole. Hein. J'en apprends tous les jours. J'en ai encore appris plein ce matin. Pour moi, une prairie, on laissait pousser, et puis tout allait bien. Et puis on mettait des vaches dans la prairie, et elles mangeaient, etc. Bon, là, j'ai quand même saisi ce matin toute la complexité de l'affaire. Et puis, pendant le repas de midi, on a encore pu échanger de façon très, très intéressante. Si c'était si simple, M. Plantureux n'aurait pas mis 40 ans à les étudier. Hein. Tout à fait. Et puis, mais je crois qu'il y a aussi tout le mérite en revient également aux éleveurs qui sont donc... Et moi, je découvre depuis des années maintenant ce monde agricole qui m'était totalement étranger, hein, en bon urbain que j'étais. Et j'en découvre toute la richesse et toute la technicité, la complexité technique, parce que on est vraiment très très loin des clichés qui peuvent être répandus. Mais donc, si vous voulez, l'importance, c'était la partie technique, c'était l'accompagnement qu'on pouvait apporter aux agriculteurs, faciliter et encourager la transformation évidemment en bio. Mais on a énormément travaillé. Alors sur les prairies, évidemment. L'objectif, c'est à minima de maintenir. Augmenter, ça a été dit ce matin, c'est compliqué. Enfin, déjà, au moins maintenir. Mais c'est également, puisqu'on est sur un territoire de polyculture élevage, avec quand même une partie de céréales quand même qui est très très importante sur toute la partie plateau. Et là, on est vraiment sur toute une politique d'introduction et de développement de ce qu'on appelle les cultures à bas niveau d'impact, pour vraiment avoir cet impact minimum sur la qualité de l'eau. Alors, en 2 mots, Monsieur Soulier, sur cette expérience qui a été menée chez nos amis d'Artois-Picardie, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que nous pourrions nous en inspirer ici en Lorraine ? Alors, complètement. Moi, je retrouve beaucoup d'éléments de ce qu'on peut comprendre et de ce qu'on peut faire nous-mêmes sur le territoire. Je pense qu'on est à peu près avec les mêmes acteurs territoriaux. La différence peut-être, c'est que vous êtes sur un seul département, enfin politiquement, disons que vous êtes sur une seule aire politique, c'est peut-être un petit peu plus facile. Nous, on est quand même sur 3 départements. On a affaire, et j'allais dire, c'est pas les pires, non, ce serait méchant, c'est sûrement les meilleurs, donc 3 chambres d'agriculture, mais on est également avec 3 préfets. Ça, c'est pas forcément simple. Et puis, on est avec, je vous dis, des politiques départementales, on va dire, mais pas forcément. Les départements n'ont rien à voir là-dedans, mais disons une culture départementale qui est très particulière, puisque la frontière entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle a quand même une histoire assez dramatique, qui ont façonné, on va dire, des mentalités assez différentes et qui peuvent en arriver à une certaine rivalité interterritoriale qui est tout à fait regrettable et préjudiciable. Hein. Et je pense que, et moi ça a toujours été mon credo quand j'ai défendu cette communauté de communes qui est, vous l'avez rappelé, Mosello-Meurthe-et-Mosellane, avec une parité de population, puisqu'on a 10 000 habitants, on a 10 000 Mosellans et 10 000 Meurthe-et-Mosellans. L'idée était bien de transgresser cette frontière, qui est une frontière malheureusement héritée de la première annexion, qui était vraiment un événement dramatique dans la vie d'un pays et dans la vie d'une région. Heureusement, il n'y a pas de rivalité entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, ni entre Metz et Nancy. Non. Ça nous aide. Très atténué. Très atténué. Alors, avant de faire circuler le micro dans la salle, je crois que Madame Odile Bérin, c'est la vice-présidente du parc naturel régional de Lorraine. Où est Madame Bérins ? Oui, Madame, on va vous donner le micro. Je voudrais quand même vous donner la parole et que vous nous expliquiez dans quelle mesure, finalement, l'élevage à l'herbe fait partie de vos préoccupations. Je crois que vous êtes également maire d'une petite commune toute proche d'ici, Buxières. Buxières-sous-les-Côtes, oui. Buxières-sous-les-Côtes, voilà. Bonjour à tout le monde. D'abord, excusez le président du Parc naturel régional de Lorraine qui n'a pas pu se joindre à nous, Jérôme Haine, et qui le regrette beaucoup. Saluer aussi nos collègues du Nord, avec qui on a beaucoup travaillé ensemble. Oui,
Oui, effectivement. Et puis saluer aussi les organisateurs de cette réunion, parce que, comme M. Soulier vient de l'expliquer, vous avez compris tout l'intérêt qu'il y a pour notre secteur à travailler sur les prairies, avec ce fameux enjeu eau également pour la ville de Metz et pour les habitants de manière générale, hein, pour les humains de manière générale. Le parc régional de Lorraine a commencé à travailler sur les prairies depuis peut-être une trentaine d'années quand même maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est une des raisons fondamentales de travail, d'installation d'un parc régional sur un territoire. Hein. C'est la qualité de son patrimoine. Il s'installe sur du milieu rural, donc obligatoirement là où il y a de l'agriculture. Ça fait partie des activités de fond d'un territoire de parc. Tout comme ici, chez nous, beaucoup la forêt également. Donc, assez tôt, il s'est occupé de ce sujet-là. Et vous l'avez bien expliqué, hein, pour le Scarpesco, hein, nos collègues de Scarpesco ont bien expliqué les difficultés à mettre tout le monde d'accord sur le même enjeu. Et c'est aussi un des rôles des parcs naturels régionaux, hein, c'est la négociation, c'est la coordination, c'est le travail de proximité. Vous avez beaucoup évoqué, là, depuis ce matin aussi, le concours des prairies fleuries. Effectivement, ça a un peu commencé, ça s'est un petit peu valorisé, enfin, au fait connaître du grand public aussi, y compris aux agriculteurs. Les parcs régionaux ont mis en place ce concours des prairies fleuries pour récompenser, et non pas labelliser, mais récompenser, comme vous le disiez, ou comme disait quelqu'un, un agronome qui est intervenu, c'est important, récompenser les agriculteurs qui faisaient du bon travail sur la valorisation, enfin sur la qualité floristique de leurs prairies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé déjà depuis un certain temps. Ensuite, et plus récemment, on a mis en place une filière bovine par l'intermédiaire de la marque Valeur Parc. Il y a 150 exploitations, je crois, sur le territoire du parc, exploitations bovines. Et il y a un travail qui se fait avec une vingtaine d'entre elles pour cette valorisation. Il y en a 5 actuellement qui sont valorisées. Sur les prairies remarquables, et plus récemment aussi, il y a une filière foin. On produit du foin, on a mis en place une filière, ça s'appelle Perle de foin, qui permet de vendre le foin aux animaleries, aux zoos, aux centres équestres, enfin aux éleveurs qui ont besoin de foin de haute qualité environnementale. Alors je n'irai pas dire que c'est aussi intéressant ou important que le foin de l'accro, mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là aussi que c'est fait. Et puis donc plus récemment, on vient d'être retenu aussi dans le cadre du programme Life Biodiversité du Grand Est pour 2 axes particuliers. Alors il y a encore un axe un peu étude, mais nécessaire. Donc c'est un travail qui... le premier axe, c'est sur une trentaine de prairies permanentes dans le Grand Est vont être suivies la faune et la flore qui se développent sur ces prairies permanentes. Et il va être étudié la qualité fourragère et l'impact du changement climatique sur ces prairies. Et puis un deuxième volet, là qui est plus actif, c'est-à-dire que il va y avoir des prairies tests, la prairie de demain, avec les espèces qui auront été déterminées, retenues comme étant plus résistantes et plus productives aussi sur le rendement, sur le bon rendement pour valoriser davantage les prairies. Et enfin, également, en objectif, une mise en place d'une filière de production de semences adaptées à ces nouvelles prairies de demain. Merci, Madame Berrance. Donc, je rappelle que vous êtes la vice-présidente du parc naturel régional de Lorraine. Oui, Monsieur Soulier. Oui, je voulais peut-être ajouter également que le lac de Madine est régi par la loi littorale. Et il se trouve en ce moment que le Conservatoire du littoral est en train de mener justement une action de conservation
d'un certain nombre d'hectares de foncier agricole tout autour du lac, avec comme ambition, évidemment, d'y privilégier de la prairie. Alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres en surface, moi je ne les ai pas en tête, là, mais voilà, c'est aussi une action qui est à mettre à l'actif du Conservatoire du littoral, mais dans le cadre de Madine. Oui, madame. Oui. Ah, elle n'a plus le micro. Oui, une précision par rapport à ce que vous disiez, le Conservatoire du littoral, il peut étendre son travail et sa zone aussi d'extension, d'acquisition de terrain grâce à un certain nombre de communes riveraines qui ont compris l'enjeu et qui ont délibéré dans le sens de l'extension du périmètre d'intervention du Conservatoire du littoral. Oui, M. Risser, qui nous accueille, pourra peut-être nous préciser ça s'il souhaite prendre la parole. Nous avons aussi Laurent Rouillet, qui est donc le président de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Si M. Rouillet veut dire 2 mots, et puis ensuite nous ferons passer le micro. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, effectivement, président de Chambre, mais aussi agriculteur sur le territoire. Je suis en Meurthe-et-Moselle, mais quasi limitrophe, puisque mes grands-parents ont été expropriés à la création du lac de Madine et le banc communal sur lequel j'exploite est vraiment en limite de ce territoire de Meuse et du lac de Madine. Et je suis aussi par ailleurs président de l'opération Agrimieux, donc du territoire, donc qui réunit, comme l'a précisé Gilles tout à l'heure, partie meusienne, Meurthe-et-Mosellane, pour alimenter la ville de Metz en eau potable. Donc oui, on a eu des difficultés sur le territoire, on ne peut pas le nier, et on a pris un peu le problème à l'envers, comme un peu vous l'aviez évoqué, d'une difficulté. On en a fait un projet de territoire. On a été suivi il y a 3-4 ans à l'élaboration du SAGE sur une vraie concertation avec des ateliers de territoire qui ont réuni tous les acteurs. Et derrière, on s'est mis un peu collectivement, alors quand je dis on, c'est le monde agricole, collectivité, agences de l'eau, parc, conseil régional, autour de la table pour voir quelles possibilités on avait, tout en gardant en ligne de mire, bien sûr, la qualité de l'eau et le maintien des prairies, de trouver des solutions à nos agriculteurs pour trouver un modèle économique un peu plus résilient que ce qu'on avait auparavant. Et tout ça a été fait aussi au sein d'un comité de pilotage là, dans cette salle, avec une vraie engueulade, et je mesure mes mots, avec le représentant de la ville de Metz. En fait, on ne le voyait pas, et quand on est arrivé à des pics de 160 mg d'eau potable dans le Rudna, forcément, ils sont venus. De nitrate, pardon. Dans l'eau potable, là, on les a vus, et on s'est un peu fâchés. Et de cette engueulade-là, entre guillemets, on a décidé collectivement de porter ce projet. Et la deuxième effet bénéfique, entre guillemets, c'est qu'on a pu se parler de nos différentes préoccupations, parce qu'on parlait qualité de l'eau, et c'est complètement légitime, mais on ne parlait absolument pas de modèle économique, de résilience de notre activité agricole, de filière, et derrière, comment on donne, on porte collectivement des perspectives à nos agriculteurs éleveurs dans la valorisation de l'herbe. Donc on en est là aujourd'hui. Madame Behrens a évoqué la marque Parc qui structure avec d'autres structures économiques des débouchés à venir de notre viande du terroir, avec ces valeurs-là qui sont partagées. Donc on a créé entre guillemets un écosystème qui porte un projet sur un territoire, et ça nous fait un peu du bien au niveau des éleveurs de se sentir un peu moins isolés que ce qu'on l'a été, fut un temps, et ça donne aussi un peu des perspectives. J'ai vu des collègues dans la salle agriculteurs et aussi des jeunes qui vont s'installer, un peu de perspectives à ces jeunes qui arrivent dans le métier, aux anciens comme moi qui sont encore actifs, de garder notre modèle agricole de polyculture élevage avec de l'herbe sur nos territoires.
Alors, en langage diplomatique, on ne parle pas d'engueulade, mais de franche et cordiale discussion. Non, là, on avait passé un cran, là. D'accord. Je vous confirme. Alors, il nous reste 10 minutes pour prendre quelques questions dans la salle. Voilà, 3 mains se lèvent déjà. Donc, Merci. questions courtes et réponses courtes, si vous voulez bien. J'ai 2 questions. Première question, vous nous avez parlé de financement agence de l'eau. Qui était le cofinanceur au démarrage ? Alors en fait, à chaque fois, c'est des montages à peu près 30%, 70%, c'est-à-dire 30% ce sont les structures elles-mêmes, 70% agence de l'eau. Mais ça veut dire effectivement que quand on fait le programme, la Chambre d'agriculture, le parc, ACE, les bureaux de France, on met tous 30%. Nous, on a... Oui, vous avez un portage communauté de communes sur certains territoires. Vous avez ça. Mais ça veut dire qu'effectivement, pour amorcer, chacun met 30% sur la table. Et ensuite, on va ensemble chercher le financement plus important. Et forcément, c'est engageant pour tout le monde. Voilà. Il est à peu près au même niveau, du coup. Donc ça, c'est important à retenir dans les démarches de montage financier, parce que qui dit du monde sur le terrain dit d'accompagnement financier. Et surtout, si c'est de l'accompagnement opérationnel, parce que ça demande du temps de présence. Donc, une étude, elle coûte effectivement cher. On n'en voit pas forcément toujours l'intérêt. Et la présence terrain, ça coûte aussi cher, même si directement on voit le résultat. L'autre question, on a parlé beaucoup de biodiversité. Moi, je voulais savoir, parmi les prairies que vous avez, sur lesquelles, que vous protégez, dans le cadre de votre programme, quelle est la proportion de prairies à haute valeur écologique ? J'entends une prairie qui a entre 30 et une centaine d'espèces végétales différentes. Et qui, pour le coup, présente moins de rentabilité, si j'ai bien compris ce qui s'est dit ce matin. Je dirais pas ça, oui. Non, mais qui, du coup, impose une gestion agricole particulière. Oui. Et donc, ça m'intéresse, si vous voulez, parce que, comme on l'a dit ce matin, on a beaucoup parlé de maintenir l'élevage pour maintenir les prairies, de maintenir les prairies dans un objectif de qualité d'eau. Mais quand on passe à un objectif de biodiversité avec une multitude d'espèces végétales, on passe un cran en matière de gestion agricole. Et je voulais savoir comment ça avait été intégré dans le programme. Alors, je ne pourrais pas répondre pour chaque site parce qu'on en a 8 comme on a vu. Donc ça va varier énormément d'un territoire à l'autre. Mais sous couvert d'olivier, du coup, sur la SLAC, dernièrement, c'était 1/3, selon les secteurs qui avaient été étudiés, 1/3 à haute valeur patrimoniale. Après, on a d'autres territoires où là, ils sont même avec un gestionnaire d'espace naturel avec des enjeux européens, nationaux, voire mondiaux. Donc ça, c'est des secteurs bien identifiés. Mais après, en proportion de surface, là, je connais pour la SLAC, mais après, sur les autres, je ne saurais pas forcément. Alors, ça dépend sur les gestionnaires d'espace naturel. Des fois, on a vraiment un cahier des charges bien rigide. Et du coup, nous, dans le programme, on travaille ensemble pour voir justement être plus souple dans ces cahiers des charges. Après, il y a des MAE, mais il n'y a rien d'obligatoire. Il y a certains sites qui sont en réserve naturelle ou en Natura. Mais en fait, on essaye de s'affranchir justement de tous ces aspects un peu réglementaires et de quand même y travailler ensemble malgré ces aspects réglementaires. Peut-être pour compléter, c'est vrai que en fait, c'est des programmes qui sont basés sur le volontarisme des territoires et on a des territoires très différents. Nous, par exemple, avec 78 000 hectares et 1200 agriculteurs, c'est pas la même chose que sur parfois des territoires plus ciblés où ils vont vraiment préserver. Et donc, nous, on est en train de faire un travail avec le Conservatoire de Bailleul, justement pour... l'idée, ce serait d'aller plus loin pour justement repérer les prairies où il y a des enjeux plus ou moins forts, etc. Mais vous voyez, sur beaucoup d'hectares, c'est difficile à faire. On est un territoire de plaine. On n'est pas en montagne, donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus les mêmes flores. Mais après, le but du programme, justement, c'est de plus rentrer dans les MAE, les cahiers des charges, le fauche tardive à telle date, etc. On veut donner du souffle, de la souplesse, de l'envie de faire aux éleveurs et arrêtons avec les préconisations toutes faites, même si, effectivement, sur certains secteurs, nous aussi, on a des espaces Natura 2000, on est attentif. Mais en fait, on se rend compte que quand on dit à l'éleveur, l'objectif, c'est d'arriver à tel résultat, après, on trouve les moyens avec les outils d'y arriver. Mais dans les outils, on ne préconise pas de manière... ce qui compte, c'est qu'à la fin, on ait des belles prairies, en fait. Et on leur laisse beaucoup plus de souffle, en fait, dans l'expérimentation. Alors, 2 personnes souhaitaient encore interroger notre table ronde. Oui, monsieur. Ou madame, au fond, d'abord. Oui, bonjour, Valentin Lecoeuvre de l'association Renard, le regroupement des naturistes ardennais. Donc on parle de travailler ensemble, pas trop sectorisé,
Et dans le même état d'esprit, là on parle prairies, beaucoup prairies, ce qui est très bien, mais avoir une approche plus globale, parce que les prairies s'accommodent très bien de bocage ou de mares, qui sont d'autres milieux qui peuvent être renforcés et qui sont aussi des aménagements qui profitent aux exploitants, quoi. Donc, est-ce que si on dépense du temps, de l'énergie là-dedans, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une démarche globale? C'est peut-être ce que vous faites d'ailleurs à la Vénois, parce que vous avez un très beau réseau de bocage, donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensez. En fait, nous, notre stratégie agricole et chapeau, on a 3 gros piliers et on a un pilier qui s'appelle stratégie plan bocage. Le plan bocage est séparé en 2, le plan prairie et le plan plutôt qui est lié à la plantation, les haies, les arbres, les mares. Et donc évidemment, l'espace bocage, il est pris dans sa globalité. C'est juste que ce n'est pas les mêmes techniciens, les mêmes compétences, donc on segmentarise. Mais quand on rencontre les éleveurs, on fait bien un accompagnement global. Quand le technicien prairie passe, en l'occurrence, c'est aussi lui qui s'occupe des plantations et des maheux, donc il renvoie aussi vers d'autres collègues. Mais évidemment, on voit les choses de manière globale et systématique et pas compartimentée. Une dernière question peut-être, je crois, monsieur Souté. Didier Risser, je suis chef de projet stratégique à la région Grand Est. Alors, je voulais rebondir parce que nous intervenons actuellement en collaboration avec l'Agence de l'eau, le parc naturel régional et l'Office français de la biodiversité sur la gestion des terres agricoles qui sont propriétés du syndicat mixte de Madine, aujourd'hui géré par la société publique locale Chamblay-Madine. Et donc depuis maintenant quelques semaines, on est engagé dans une réflexion sur la mise en place de baux ruraux à clause environnementale sur les terres qui font partie du domaine privé du lac de Madine. On est au début de la réflexion, mais il y a déjà des choses qui ont été engagées avec au moins une parcelle test. Voilà. Donc je voulais dire que, au fond, ce qui a été fait dans le Nord-Pas-de-Calais devrait nous guider dans les propositions que nous ferons. Merci. Dernière question avant la dernière séquence de cette journée. Juste un tout petit complément, donc Cécile Gallian, agence de l'eau Picardie, juste pour dire, parce que depuis ce matin on parle beaucoup des pas de côté qu'on demande à faire aux agronomes, on demande les mêmes pas de côté, du côté gestionnaire d'espaces naturels, et de sortir justement des habitudes de travail et de tester avec nous, de voir comment on peut faire du gagnant-gagnant, et pas voir l'exploitant avec des conventions comme un prestataire, mais bien comme un partenaire à part entière, en mettant du dialogue. On va sur la prairie, il y a le gestionnaire d'espace, il y a l'agronome, il y a l'éleveur, et on essaye de voir comment on peut faire pour que tout le monde s'y retrouve. Merci madame, merci de ces précisions. Merci à vous d'avoir participé à ce débat.